Et si l'étiquette de personne toxique collée sur un partenaire, un parent, parfois même un enfant, devenait elle-même le plus grand obstacle à votre apaisement? On est nombreux à utiliser ce terme de toxique pour nommer la souffrance, se rassurer en identifiant un coupable. Mais dans la réalité, surtout quand on ne peut pas couper les ponts, par exemple en coparentalité, quand on a des enfants ensemble, ce jugement, il fige les rôles et il peut enfermer la victime dans l'impuissance et transformer dans une certaine mesure les échanges en champ de mine. Alors moi, j'ai envie de vous proposer un autre regard sur cette étiquette de toxique en se demandant si le problème ne vient pas de la toxicité intrinsèque d'une personne, mais plutôt d'un piège relationnel qui se construit parfois à deux. Donc dans cet épisode, je vous propose de dépasser le débat bourreau contre victime pour comprendre comment ces dynamiques toxiques s'installent, pourquoi elles persistent et surtout comment on peut reprendre le pouvoir sur sa part de relation sans se rendre responsable des abus qui sont commis par l'autre. Donc je vous propose une approche qui soit nuancée, concrète, pour vous aider à sortir de l'impasse. Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Dans les relations, notamment les relations de couple, l'étiquette toxique arrive souvent. Alors, je le dis, je le redirai, il existe des personnes mal intentionnées, manipulatrices ou même parfois tout simplement égoïstes. En résumé, des personnes qui n'ont pas réellement d'envie, de motivation pour prendre en considération les besoins des autres. C'est une autre manière de traduire ces étiquettes. Mais ces étiquettes, l'étiquette toxique notamment, a des inconvénients majeurs, y compris pour les victimes de ces comportements jugés toxiques. Alors, quels sont les risques d'étiqueter une personne comme toxique? Pour la personne qui étiquette, le premier danger réside dans l'illusion de compréhension et de contrôle. Quand on colle une étiquette sur l'autre, on a l'impression d'avoir identifié la source du problème et d'avoir trouvé une explication à la souffrance qu'on vit. Ça a un côté rassurant. On se rassure en pensant « ce n'est pas de ma faute, c'est lui, c'est elle qui est toxique ». Mais alors, le seul moyen d'éviter de souffrir consiste à éviter toute interaction avec la personne qui a été étiquetée, ou à la faire changer, mais c'est pas gagné. Alors, dans beaucoup de cas, c'est possible de couper toute interaction avec cette personne, notamment dans les relations de couple. On quitte le ou la partenaire, on ne se côtoie plus, et le tour est joué. Mais il arrive très fréquemment que ce soit tout simplement impossible ou extrêmement difficile de couper tout lien avec cette personne. Par exemple, si on a des enfants ensemble. La coparentalité, ça demande des interactions régulières, des décisions conjointes très souvent et une communication même si elle reste minimale. Et en fait, du côté de la personne victime des comportements jugés toxiques, la méfiance qui est associée à l'étiquette, elle va rendre tous ces échanges très difficiles parce que chaque mot de l'autre est immédiatement analysé comme une tentative de manipulation, comme une attaque.
Et au lieu de chercher à développer des stratégies de communication plus efficaces et plus protectrices pour lui, le parent étiqueteur va souvent rester plutôt dans une hypervigilance, une anticipation qui sont assez épuisantes, qui vont alimenter son propre stress et son anxiété au quotidien. Et en plus, l'étiquette, elle amène à analyser toutes les interactions futures à travers le prisme de ce jugement et le moindre geste, même s'il était potentiellement neutre, voire même potentiellement positif, ça peut arriver, est réinterprété comme une manipulation ou une preuve de la toxicité, ce qui enferme à la fois l'étiqueteur et l'étiqueté dans une vision très binaire, le bourreau, la victime, qui fige la relation, qui rend impossible toute réconciliation, toute négociation, et même, toute interaction à peu près apaisée. Donc en fait, la souffrance persiste du côté de la victime. Ça me rappelle une citation très importante à ce sujet qui dit la chose suivante: «Nier sa responsabilité est une double violence, contre l'autre, qu'on accuse, et contre soi, en renonçant à son pouvoir». En effet, on pense ainsi se débarrasser du problème, mais puisqu'on ne peut pas changer les autres, on y perd en fait son pouvoir de le résoudre. Cette citation, elle traduit bien l'idée que l'étiquette, elle fige, elle rigidifie les rôles et elle enferme la victime notamment dans son rôle de victime qui ne peut rien faire pour que les choses changent et qui ne peut que subir. Il y a un autre risque dans cette étiquette, c'est le risque du conflit de loyauté pour les enfants. L'étiquetage risque d'amener à instrumentaliser les enfants ou en tout cas de les placer dans un conflit de loyauté qui est difficile à vivre pour eux. Souvent, le parent étiqueteur, par peur de voir ses enfants se faire prendre au jeu du parent étiqueté manipulateur notamment, il va essayer d'amener les enfants à partager sa vision de l'autre comme personne toxique ou manipulatrice. Donc il va un peu la dénigrer ou essayer d'amener les enfants à voir les choses comme lui. Mais si les enfants ressentent que cette étiquette, elle est exagérée, qu'elle manque de nuances, eh bien cette étiquette peut se retourner contre celui qui l'a posée. Alors souvent, dans ce genre de cas, la personne qui pose l'étiquette va en conclure que les enfants sont manipulés par la personne étiquetée toxique. En réalité, c'est plus souvent parce que les enfants perçoivent de la personne étiquetée une réalité qui est plus nuancée, plus complexe que ce que l'étiquette en dit. Et donc, cette étiquette de toxique, elle peut entraîner les enfants dans le conflit de loyauté parce que, comme ils perçoivent que cette étiquette n'est en partie au moins pas justifiée, ils vont vouloir défendre le parent étiqueté toxique ou en tout cas la partie qu'ils jugent positive. Et donc, ils vont chercher, quelque part, pour convaincre le parent étiqueteur à survaloriser ce qu'ils perçoivent de positif chez le parent jugé toxique, et donc parfois à rejeter aussi le parent étiqueteur, non pas parce qu'ils pensent qu'il a tort, mais parce que c'est l'étiquette qui les oblige à choisir, parce que l'étiquette manque de nuances. Et c'est un choix qu'ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas choisir entre leurs parents, et qu'ils ne devraient pas avoir à faire, de mon point de vue. D'une manière plus générale, l'étiquette, si elle est perçue comme, un peu une arme rhétorique pour disqualifier l'autre sans nuance, alors le message de détresse, la dénonciation des abus réels risque d'être minimisé par l'entourage ou les institutions. Et notamment l'entourage qui, bien intentionné, veut essayer d'amener la victime à se rendre compte qu'elle a peut-être un pouvoir d'action et qu'elle peut peut-être changer sa manière de réagir. C'est ce sur quoi je vais venir après. Et du coup, l'entourage peut être amené à essayer d'amener de la nuance. Et alors, l'étiqueteur ne se sent pas reconnu dans sa souffrance et va s'enfermer dans un discours qu'il espère protecteur, mais qui peut en réalité l'isoler davantage et rendre plus difficile la reconnaissance véritable de ses souffrances. Je reçois souvent dans mon cabinet des gens victimes de ces étiquettes et victimes de personnes jugées toxiques. Donc ça peut être des personnes qui souffrent du comportement égoïste ou abusif de leur partenaire ou d'une autre personne de leur entourage et qui ne savent pas comment s'en sortir. Et il m'arrive aussi de recevoir des personnes accusées d'être toxiques, qui en souffrent et qui aimeraient trouver le moyen de réparer la relation, mais où l'étiquette les empêche complètement de le faire. Alors,
Dans cet épisode, je vais plutôt parler, non pas des personnes accusées d'être toxiques, mais plutôt des personnes qui sont victimes de ces comportements toxiques et qui se disent: J'ai affaire à une personne toxique ». Alors je le reprécise, loin de moi l'idée de nier qu'il existe des manipulateurs ou des manipulatrices ou des gens pervers. Mais je vous propose une autre vision des choses qui est bien moins coinçante pour envisager un certain nombre de situations de souffrance relationnelle. Et alors justement, puisqu'on parle de relations et que d'une manière générale dans ce podcast, je parle de relations, je vous propose de commencer par changer l'objet de notre analyse. Et je vous propose notamment de parler de relations toxiques plutôt que de personnes toxiques. Vous le savez peut-être, j'accompagne des parents et des couples, entre autres, depuis 2010, donc depuis une bonne quinzaine d'années, au moment, presque 16 ans maintenant, au moment où j'enregistre cet épisode. Et dans tous ces accompagnements, je constate à de multiples reprises qu'une relation peut parfaitement devenir toxique, alors même que les deux personnes à la base sont des personnes saines et bien intentionnées. Mais en réalité, une relation toxique est un piège qui se construit à deux. Alors, avertissement, je conçois tout à fait que ce propos livré tel que peut laisser croire que je dis que les victimes sont responsables de ce qu'elles subissent. Loin de moi cette idée, et je vous invite d'ailleurs à continuer à l'écoute de cet épisode pour mieux comprendre mon propos. Et pour l'illustrer, je vais prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est une relation de couple. David aime énormément sa compagne, Émilie. Il a tout quitté pour elle après ce qui semblait être un coup de foudre réciproque. Mais ce changement l'a fortement chamboulé et déstabilisé. Il a mis beaucoup d'attentes dans cette nouvelle relation, attentes en fait à la hauteur de tout ce à quoi il avait renoncé pour s'engager dans cette nouvelle relation. Les premiers mois ont été fusionnels, Émilie aussi avait eu une espèce de coup de foudre, voilà. Bon, elle a pas renoncé à autre chose parce qu'elle était déjà séparée et en fait, au bout de quelques mois très fusionnels où ils étaient vraiment beaucoup ensemble, Émilie, elle a commencé à vouloir reprendre un peu de son indépendance précédente, c'est-à-dire à voir des copines, avoir des activités pour elle, ne pas forcément passer toutes les soirées collées serrées avec son compagnon. Il y a une distance qui s'est installée alors à ce moment-là. Et cette distance a réveillé, chez David la peur de voir Émilie le quitter. Et cette inquiétude, cette angoisse même, l'a amené à demander à Émilie de l'aider à se rassurer. Et pour ça, il lui a pas interdit de sortir, mais il lui a demandé: «Ben, quand tu sors, si jamais je stresse vraiment trop, je t'enverrai un message, est-ce que tu peux me répondre rapidement? Et puis est-ce que tu peux me dire où tu vas?» et cetera. «Parce que ça va m'aider à apaiser mon angoisse». Donc Émilie a compati avec les craintes de David, elle sent que son compagnon est un peu fragile, voilà, pendant cette période et de bonne foi, elle répond favorablement à ses demandes. Elle lui dit: «Pas de problème, si vraiment tu stresses trop, je te réponds». Alors pas de problème au début en tout cas. Mais ça fait plusieurs mois que ça dure, ça ne change pas, voire les demandes de David augmentent, il devient un peu plus contrôlant et elle finit par trouver ça très lourd en fait, avec le sentiment de perte de la liberté. C'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité et à certains moments, pour avoir «la paix» entre guillemets, elle est tentée et elle le fait parfois de mentir ou de ne pas dire toute la vérité pour ne pas avoir à rendre des comptes. Et elle a cette impression très nette qu'en fait ses réponses ne suffisent pas. Là maintenant, elle répond peut-être pas assez vite, elle a pas dit ce que exactement elle allait faire et ça installe du doute chez David. Donc imperceptiblement, elle commence à prendre de la distance, elle répond moins aux messages et elle est un peu agacée de cette situation. Et évidemment, David, il perçoit cet éloignement, ça renforce sa peur, peur qu'il gère avec des stratégies de contrôle dont lui, il espère toujours qu'elles vont le rassurer. Alors quand Émilie lui dit qu'elle étouffe, qu'elle a besoin d'être un peu plus libre, lui, il lui renvoie logiquement que dans un couple, quand même, on est censé répondre aux besoins de l'autre. Et ça, c'est un petit peu un piège pour Émilie, parce qu'elle n'a rien à opposer à ça. En effet, elle trouve très légitime que dans un couple, on soit attentif aux besoins de l'autre
et qu'on essaye de répondre à ses besoins, à ses demandes. Et donc elle finit par elle-même douter de son attitude. Est-ce qu'elle ne devrait pas, en effet, accepter, toutes ces demandes pour le rassurer durablement? Donc elle finit par être en plein doute et ne plus savoir ce qu'elle doit faire. La stratégie que David utilise pour se rassurer, une stratégie de contrôle, elle est assez fréquente face à une peur, quelle qu'elle soit. Les phobiques vont avoir le même type d'attitude, par exemple, avec l'objet de leur peur. Prenons un exemple au hasard, les hémétophobes, les gens qui ont peur de vomir, ils vont souvent devenir un peu obsessionnels de l'hygiène, ils vont contrôler leur alimentation, ils vont faire tout un tas de choses en espérant absolument éviter d'être malade et de vomir. Et ces stratégies de contrôle peuvent vite devenir envahissantes quand il s'agit de soi-même. Là, par exemple, dans les métophobies, ça peut devenir un TOC, tout simplement parce qu'on essaye de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Vomir, pardon d'en parler pour ceux qui, justement, seraient hémétophobes, mais vomir, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, qui doit arriver, et qui peut même nous sauver la vie à certains moments. Et donc, il n'y a aucun moyen de l'empêcher. Et donc, si on continue à essayer d'empêcher quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, le stress augmente. Et c'est exactement ce qui se produit dans la relation. Ces stratégies de contrôle deviennent très vite impossibles à appliquer quand elles concernent un autre être humain, parce que celui-ci ne se laisse pas faire aussi facilement, il finit par réagir négativement quand sa liberté est trop restreinte, et j'ajouterais même que même si Émilie acceptait sans discuter de se ranger à toutes les demandes de David, et qu'elle trouvait légitime de le rassurer, de sortir moins, de répondre dans la seconde à ses messages, il se pourrait bien que David ne soit absolument pas rassuré, tout simplement parce que rien ne peut lui garantir que Émilie ne va pas un jour tomber sur quelqu'un d'autre et avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, exactement comme elle a eu un coup de foudre pour lui. Et même si elle lui assure la main sur le cœur que ça n'arrivera pas, au fond de lui, il sait bien qu'il ne peut avoir aucune certitude. Et c'est bien ce qui met en panique la personne qui cherche à contrôler, qui l'a conduit à augmenter encore plus son contrôle qui lui fait encore plus ressentir qu'elle n'a pas le contrôle et qui augmente du coup sa panique. Cette augmentation du contrôle n'est pas, dans ce genre de cas, liée à une toxicité intrinsèque. David n'est pas une personne toxique, mais elle est liée à sa manière inefficace de gérer sa propre peur. De l'autre côté, le ou la partenaire, qui a du mal à supporter le contrôle, se sent en même temps un peu coupable, comme Émilie. Se montrer présent pour son partenaire, lui montrer qu'on tient compte de son besoin, est-ce que ça n'est pas légitime dans une relation de couple? Et donc, il y a une attitude résultante qui est un peu ambiguë, qui est un peu oui mais non, face aux demandes de réassurance. Oui, je te réponds à tes demandes, mais pas complètement non plus, qui traduit cette ambivalence. Oui, j'ai envie de te montrer que je tiens à toi, et en même temps, j'étouffe et c'est difficile pour moi. Ce qui ne permet pas au conjoint inquiet de se rassurer, et à mon avis, là, il y a une impossibilité dans les termes, c'est-à-dire que c'est difficilement imaginable à ce stade que le conjoint inquiet va se rassurer en continuant à contrôler, mais qui ne permet pas non plus à la personne contrôlée, sa culpabilité ne lui permet pas de poser clairement ses limites, de dire là stop, en fait maintenant ça suffit, et ça bloque les deux partenaires. Et donc dans ce cas, David pourrait être étiqueté toxique. Après tout, il cherche à contrôler sa compagne. Et pourtant, David n'est pas une personne toxique. David est un partenaire stressé, très très inquiet, qui a beaucoup d'admiration pour sa partenaire et qui manque de confiance dans sa propre capacité à la retenir. Et je précise aussi que dans cette situation, la demande initiale d'y aller doucement, entre guillemets, de l'informer, de répondre à ses messages rapidement, pouvait être parfaitement légitime. Il était inquiet, il traversait une nouvelle étape dans leur couple, il avait besoin de construire sa confiance dans ce couple nouveau, et il aurait pu se faire que la prise en compte de ce besoin de réassurance par Émilie aurait pu le rassurer. Et au bout de quelques semaines, aurait pu l'amener à réduire son contrôle. Et si ça avait été le cas, personne n'aurait été étiqueté toxique dans cette histoire. Mais malheureusement, ça n'est pas ce qui s'est produit.
En fait, malgré la coopération d'Émilie, l'inquiétude de David n'a fait qu'augmenter et donc a commencé à provoquer la réticence d'Émilie, qui elle-même a aggravé la peur de David. Et on est parti pour un joli cercle vicieux qui va rendre cette relation toxique alors qu'à la base, tout le monde est bien intentionné et tout le monde aime tout le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ici, c'est bien ici qu'est le problème en fait. Le problème, c'est de poursuivre les demandes de réassurance par le contrôle du côté de David, alors qu'elle n'apaise pas la peur et même l'augmente. Et c'est le problème du côté d'Émilie, c'est de continuer de répondre à des demandes de réassurance par le contrôle, alors que ça n'apaise pas la peur de David, voire même que ça l'augmente. C'est ça, c'est-à-dire la poursuite de ces tentatives de régulation alors qu'on voit clairement que les choses s'aggravent, c'est ça qu'on appelle des tentatives de régulation. C'est quand ce qu'on met en place ne donne pas du tout les résultats escomptés et entraîne même souvent une aggravation du problème qu'on cherchait à résoudre. Si Émilie étiquette David comme toxique, ça ne va pas du tout l'aider à savoir quelle attitude adopter face à David, ou en tout cas face à une autre relation dans le futur si jamais ils se séparent. Et ça aidera encore moins David à pouvoir réguler sa peur de manière beaucoup plus efficace dans cette relation ou dans une prochaine. Ça, c'était mon premier exemple. Je vais vous donner un autre exemple de relation toxique entre parents et enfants. Appelons cette maman Sonia. Elle est la maman d'un jeune homme de 23 ans pour lequel elle s'inquiète beaucoup. Enfant, elle l'a envoyé consulter très tôt une psychologue en prévention, dit-elle, de peur de louper quelque chose parce que c'est un enfant adopté qu'elle élève seule. Alors, ça n'a pas empêché quelques difficultés de comportement à l'adolescence, à l'enfance tout se passait bien, que Sonia a mis sur le manque de confiance en lui de son enfant et elle comptait sur la psychologue pour régler ça. Mais visiblement, les difficultés sont allées croissantes. À 23 ans, son fils n'a pas vraiment fini ses études, il va de petit boulot en petit boulot. Elle lui a quand même trouvé un appartement, parce que, c'est quand même mieux pour son intimité à son âge, dont elle paye en grande partie le loyer parce que lui, il fait un peu des petits boulots, il a fait un peu d'alternance, bon bref. Et puis, anecdote marquante, elle a une procuration sur son compte en banque, à lui, ce qui lui permet d'en surveiller le solde et quand elle voit qu'il est en négatif, elle comble les trous parce qu'elle a peur qu'il manque d'argent et que ce manque d'argent appuie fort sur le fait qu'il n'a pas réussi ses études, il n'a pas réussi à trouver un travail stable et que ça renforce son manque de confiance en lui. Donc, en résumé, l'inquiétude de Sonia l'a conduit à prendre en charge son fils à beaucoup de niveaux. Et elle n'est jamais rassurée. Il se comporte pas très bien, il ne garde jamais un travail bien longtemps, il ne fait pas tellement attention à ses dépenses. Alors, bon, en même temps, moi aussi, si quelqu'un mettait de l'argent sur mon compte, je pense que je ferais peut-être pas très attention à mes dépenses. Mais passons. Et dans cette situation, elle vient me voir parce que, en fait, son fils commence à mal lui parler, voire même à être violent ou en tout cas menaçant avec elle, surtout quand elle lui refuse un service ou de l'argent, ce qu'elle ne fait vraiment que quand elle ne peut pas faire autrement. Ici, Sonia répond aux besoins de son fils et elle devance même ses besoins, ce qui installe pour lui un certain confort auquel il est logiquement difficile de renoncer. Tout en lui envoyant, implicitement le message, en fait, tu n'es pas capable de, gérer tout seul. Ce qui, avouons-le, n'est pas très agréable à recevoir comme message pour le jeune homme et ça fait directement écho à mon épisode sur l'autonomie que vous pouvez lire ou écouter, il y aura le lien dans les ressources de l'épisode. Donc dans ce cas, on pourrait très facilement étiqueter le fils de Sonia comme toxique. Après tout, c'est un jeune homme égoïste, violent, abusif. Mais en fait, cette étiquette, ses amis lui ont parlé de cette étiquette, d'autres intervenants lui ont parlé de cette étiquette. En fait, cette étiquette n'apaise pas du tout Sonia. Elle aime son fils, elle veut pas couper les ponts, elle s'inquiète pour lui, elle pense que vraiment il n'est pas bien dans ses baskets et elle ne voit pas comment cette étiquette va pouvoir l'aider à résoudre son problème. Et ce qui a été aidant pour elle, c'est de lui proposer de voir sa part de responsabilité dans cette relation.
c'est beaucoup plus aidant pour toutes les Sonia qui m'ont consultée dans des situations similaires. En effet, on peut voir les choses différemment. Ce fils, par exemple, peut être très en colère contre sa mère tout en culpabilisant de l'être. Après tout ce qu'elle fait pour lui, comment est-ce qu'il pourrait lui reprocher quelque chose? Et en fait, c'est ce piège qui le met en colère. Il ne réalise pas une seconde que le confort qu'elle lui fournit devient justement un piège qui les enferme tous les deux. Parce qu'après tout, lui-même, il pourrait décrire sa mère comme contrôlante, manipulatrice et cherchant d'une certaine manière à le dévaloriser d'une manière un peu perverse par ses prises en charge. Vraiment cette idée de je te prends en charge parce que tu n'es pas capable. Et c'est ça qui génère énormément de colère chez lui. Ça me fait penser à cette citation de Giorgio Nardone à propos du sacrifice qu'on fait pour les autres. Celui qui se sacrifie, même s'il est en apparence effacé et soumis, se trouve en position de force. De par ses renoncements, il se met en supériorité, son partenaire se sentant toujours redevable ou coupable. Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout ce que je pense de Sonia, c'est-à-dire je ne pense pas qu'elle est manipulatrice et qu'elle fait exprès pour asseoir son pouvoir sur son fils. Je vois bien que Sonia, elle est sincèrement inquiète pour son fils et qu'elle ne sait pas comment l'aider autrement qu'en le prenant en charge, ce qui entretient de fait une relation pas très saine entre eux. Et quoi qu'il en soit, quels que soient les changements que je propose à Sonia de mettre en place, je ne peux pas lui garantir que son fils va devenir autonome, aimant et respectueux. Mais je peux l'aider à mesurer quelle est sa part à elle dans la situation actuelle, en l'aidant dans ce cas précis, à moins prendre en charge son fils et à poser des limites plus claires. Le comportement de son fils en réponse à ce changement du côté de Sonia pourra lui permettre de savoir dans quelle mesure il est réellement incapable de se prendre en charge, dans quelle mesure il est peut-être totalement égoïste, ou au contraire, dans quelle mesure il est capable de devenir un peu autonome et responsable. Et elle pourra alors prendre une décision assumée sur l'avenir de leur relation, sur comment elle choisit de se comporter dans cette relation, ce qui lui permettra de ne plus subir le comportement de son fils, parce que la souffrance vient du fait qu'elle subit, et le jour où elle a pu prendre une décision, c'était beaucoup moins douloureux pour elle. Alors en conclusion, plus générale, je vous propose de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rendre une relation toxique. Une relation toxique, je l'ai dit en introduction, c'est un piège qui se construit à deux. Et en fait, les éléments du côté de la victime des comportements toxiques, les éléments qui vont contribuer à nous faire tomber dans ce piège, ou en tout cas qui vont aider à construire ce piège, c'est la culpabilité, l'empathie et l'envie d'aider l'autre. Ça n'est pas mal en soi, hein, redisons-le bien, mais ces qualités peuvent devenir les éléments d'un piège. Ce piège, il a deux côtés. Il a d'un côté une personne qui se sent coupable, qui s'efforce de combler l'autre et qui veut faire passer la relation avant tout. Cette personne, d'une certaine manière, elle veut être le super-héros ou la super-héroïne de la relation. De l'autre côté du piège, on a une personne dont on pourrait dire qu'elle a tendance à se victimiser, ou plutôt qui met son bonheur dans les mains de l'autre, qui espère que l'autre le ou la comble. Espérance qui est entretenue par le fait que l'autre répond. C'est comme ça que le piège se construit. Aucune de ces attitudes n'est mauvaise ou inadaptée en soi. Attendre de l'autre qu'il réponde en partie à nos besoins est tout à fait légitime. Vouloir répondre aux besoins de l'autre est tout à fait légitime. Mais parfois, ces deux parties viennent s'auto-alimenter. Plus une personne endosse le rôle de sauveur, de sauveuse, en cherchant à combler les besoins de l'autre, plus son ou sa partenaire va se conforter dans l'idée que la responsabilité de son propre bien-être incombe entièrement à l'autre, et le cercle vicieux est installé. Donc là, la victime
c'est-à-dire la personne qui non pas la victime des abus, mais la personne qui se vit comme victime, c'est-à-dire qui met son bien-être dans le comportement de l'autre, c'est cette personne qui va être qualifiée de toxique la plupart du temps. Cette personne va devenir de plus en plus exigeante. Plus on répond à ses besoins, plus elle va devenir exigeante. Elle va souvent aller de plus en plus mal et donc renforcer ses exigences avec l'idée un peu derrière que si elle se sent mal, c'est parce que l'autre n'en a pas fait assez. Et évidemment, le ou la super-héros, super-héroïne qui veut sauver, voyant l'autre se sentir mal, se dit quelque part: «Peut-être que je n'en fais pas encore assez», sans se rendre compte qu'elle entretient une part du problème en essayant de régler des problèmes qui ne dépendent pas d'elle ou pas entièrement. Et cette dynamique, on peut l'observer aussi bien dans les relations de couple, c'est très fréquent, que dans les relations amicales ou même professionnelles, et aussi entre parents et enfants. Donc la personne qualifiée de toxique, celle qui donc est en position de victime dans la relation de si je ne vais pas bien, c'est de ta faute. Cette personne-là est souvent, souvent pour elle que c'est le plus difficile de changer. Parce que quelque part, cette personne, elle a un certain confort ou bénéfice à court terme. Elle n'a pas à se questionner sur sa responsabilité, elle est prise en charge, donc au moins à court terme, ça l'apaise, même si la souffrance revient. Et pour cette personne, changer, ça va vouloir dire moins faire reposer son bonheur, son bien-être sur l'autre, et ça, c'est pas toujours facile. Et donc le plus souvent, c'est plutôt la personne qui culpabilise, celle qui se positionne un peu en super-héros, super-héroïne, qui est la plus demandeuse de changement. Soit parce que, comme Sonia, elle ne parvient plus à répondre aux demandes de l'autre, ou comme Émilie dans les exemples que j'ai donnés, soit parce qu'elle voit cette personne s'enfoncer davantage et qu'elle cherche comment l'aider mieux, plus efficacement. Et très souvent, la plupart du temps, pour cette personne-là, casser le piège de la relation toxique consiste à poser des limites plus claires et souvent à en faire moins pour l'autre. Alors attention toutefois, poser ces limites, ça peut présenter des risques. Et dans le cas de situations de violence conjugale déjà bien avancées, poser ces limites, ça peut être extrêmement risqué parce que le partenaire violent peut très mal vivre le fait de devoir renoncer à son confort. Un partenaire aussi qui s'est beaucoup enfoncé dans la dépendance à l'autre peut aussi être tout à fait en panique et se sentir mal au point d'avoir des idées suicidaires quand on se montre moins disponible pour lui. Donc tous ces changements, en tout cas dans ce genre de situations qui sont allées très loin, doivent plutôt se faire dans un cadre sécurisé, bien réfléchi, bien préparé, sur lequel on a vraiment réfléchi aux risques du changement. Et ça, c'est ce qu'on fait en accompagnement. Mais dans l'immense majorité des situations, ce changement, j'ai l'impression d'être victime d'une personne toxique et j'apprends à mieux poser mes limites, à refuser de répondre à certaines demandes, va souvent permettre à la relation de devenir moins toxique parce que la personne en face va être obligée de se prendre elle-même en charge. Dans quelques cas, évidemment, le comportement du ou de la partenaire étiqueté toxique ne change pas, mais du coup, poser des limites remet un peu chacun face à ses responsabilités et c'est précisément ce qui va réduire la souffrance de la personne qui pose ses limites. Elle n'est plus en train d'essayer de résoudre un problème qui ne lui appartient pas. Alors, je sais que ce sujet n'est vraiment pas simple à aborder de façon nuancée, mais j'espère avoir réussi à vous faire passer le message qu'il est plus aidant de regarder la relation que les personnes, qu'il est aussi beaucoup plus aidant de s'intéresser à notre bout de la relation plutôt qu'à celui de l'autre personne, puisque sur le bout que tient l'autre personne, le bout de la relation, on n'a pas vraiment de pouvoir et que la seule chose qu'on peut changer, c'est la manière dont nous, on réagit au comportement de l'autre. J'espère aussi avoir réussi à faire entendre ce point de vue-là. On a notre part de responsabilité dans la situation, en faisant aussi comprendre que la victime n'est pas responsable de ce qu'elle subit, mais qu'elle peut avoir le pouvoir de changer les choses en décidant comment elle y réagit, de manière à être moins impactée par des comportements qui peuvent être considérés comme toxiques. Ça n'empêche pas la lutte contre les abus de toutes sortes,
Mais en attendant que cette lutte porte enfin ses fruits, ça peut redonner du pouvoir aux personnes qui sont victimes de ce genre de comportement. Voilà, j'espère avoir fait passer clairement ce message et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Du côté des parents. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@sco2mc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.